va excuser Roch Nathalie, effectivement, donc il y a le personne d'autre. Voilà, alors, y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance précédente? Alors, au niveau, donc, ici de l'ordre du jour, le point 12 est retiré, ainsi que le point 14. Et alors, donc, il est vrai que le point, donc, ici, 15 a été communiqué donc, par mail, donc il n'était pas vraiment au départ dans l'ordre du jour, mais c'est tout simplement les décontinus le 3 de la note villageoise. Alors, avant de donner la parole à Eric, qui a un point d'actualité, je voudrais, au nom du groupe de la majorité, mais je ne pas à son instant que la minorité s'y associera, remercier Jean-Marie Carrier pour la longue carrière qu'il a eue en tant que président de Vivalia. Vous vous demandez ce que j'allais dire. Josie, entre autres, et je crois que Josie Véronique, on a assisté donc à ta dernière assemblée générale. Votre autre mis beaucoup à l'honneur. Tu as entendu qu'on a l'habitude de dire à ton éloge funèbre, mais de ton vivant. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà, pendant 7 ans, effectivement, tu étais quelqu'un d'extrêmement présent et de disponible. Je pense que ça, c'est vraiment la réalité. Je pense que tu étais plusieurs jours par semaine. C'est impressionnant le nombre de réunions qui tournent autour d'un président d'État intercommunal. Et on peut quand même citer aussi que si on parle beaucoup du projet du Centre-Sud, aujourd'hui, l'hôpital de Marche, comme bénéficier d'une subvention d'une vingtaine de millions d'euros, c'est bien ça, pour avoir donc un outil moderne. Donc voilà, ici, au nom de la majorité, je pense qu'au nom de l'ensemble du Conseil, merci Jean-Marie pour cette longue et brillante carrière au sein de Vivalia. Et si tu veux ajouter un petit mot. Voilà. Je ne vais pas commencer à faire une discussion. Non, mais merci. Ça fait plaisir. Voilà. Eric, tu as un petit point d'actualité. Non, on applaudit. Juste pour approuver ce que tu dis, c'est vrai que quand tu dis le nombre de réunions, c'est incroyable. Moi, je vous dis que Jean-Marie n'était pas beaucoup sur la commune ces dernières années, mais très souvent à Livramont, à Armont, à Marche. Donc, je confirme ce que vient de dire la Somme. On mesure à sa juste valeur la disponibilité que ton successeur devra avoir. C'est pour ça que j'ai fait la réflexion quand on parle de choses. Vous arrivez à décourager avant qu'elle nous connaisse. Eric. Bien, mais on passe d'un service public fondamental qui est la santé et l'organisation de la santé dans notre province. Et moi, je vais vous parler des moyens de déplacement. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait qu'une pétition circule. Je ne sais pas si ça se fait, en général au conseil, mais donc j'ai une proposition de pétition à vous faire signer. Vous savez que la gare de Marlois va subir une fermeture des guichets à 50%. En général, nous l'avons vécu sur notre commune, quand on ferme des guichets à 50%, on l'a vécu à Lomal, les 100% arrivent quelques années après, le plus tard possible, voire j'espère pas vite. Et donc, c'est peut-être le bon moment de réagir et de donner un signal clair au gouvernement actuel. Évidemment, c'est M. Belot qui est un bon ministre pour moi. Je trouve que ça n'a pas été un mauvais ministre des Transports, mais de lui donner quand même un signe qu'on va dans la mauvaise direction, et surtout aux négociateurs du futur gouvernement, il faut remettre de l'humain dans les transports en commun, notamment dans les gares. Le fait de maintenir des personnes au guichet permet aux plus faibles, aux plus défavorisés, de pouvoir résoudre leurs problèmes. Face à un automate, on ne s'est pas posé de questions, même si ça fonctionne bien pour la majorité d'entre nous. Mais donc, on parle même des plus faibles. Voilà, et donc, voilà, je voulais la faire courte. J'ai le document sous les yeux, j'ai la feuille à faire circuler. Si vous êtes d'accord sur le texte, je vous invite à la signer, mais libre à vous. Hein, Tu peux lire ensuite, ce n'est pas trop long. Pardon ? Tu peux lire le texte, ce n'est pas trop long. C'est assez long. Ah, c'est long. Écoutez, il y a une page. Mais je peux aller aux conclusions. Donc, les usagers du rail et les citoyens soucieux de services publics en général marquent leur total désapprobation suite à l'annonce de la SNCB de la réduction des heures d'ouverture des guichets dans de nombreuses gares, dont celle de Marlois. Celle qui nous impacte évidemment ici, c'est Marlois.
manifeste à la direction de la SNCB ainsi qu'à M. Pelot, ministre en charge de la SNCB, leur inquiétude quant à la pérennité des services à la clientèle en gare de Marois et leur opposition à ce nouveau plan en réduisant une fois de plus les services au public. C'était le lien que je faisais en démarrant. Voilà, donc c'est ça l'objet. J'aurais pu en faire une motion, je peux éventuellement faire une motion pour le prochain conseil communal si ça agrée tout le monde. Ça peut être une prise de position pour nous, en zone rurale, c'est important. Ce serait plus officiel. Et ce serait peut-être plus officiel. Les deux n'empêchant pas l'autre. Hein. Ceux-ci sont une pétition qui circule et on peut au prochain conseil faire une motion. Enfin voilà. Et pourquoi attendre le prochain conseil pour la motion? Ou alors, on ne peut pas décider. On peut en faire une motion. Ah, oui. On peut en faire une motion et je peux envoyer alors le texte sous forme de motion. Alors je préfère le plus discours. Oui, j'allais dire que peut-être mieux là. Ok. Oui. Ça va. Oui, bien sûr. Alors, il y a un jeu de mots au début. Hein. C'est ras-le-bol des restrictions des guichets imposées sournoisement par la SNCB en province de Luxembourg. Alors qu'en gare de Namur, la SNCB inaugurait de nouveaux guichets plus humains, décloisonnés et conviviaux. Elle annonçait par voie de presse la réduction des heures d'ouverture des guichets dans 37 gares wallonnes, dont celle de Marlotte, et 6 en province de Luxembourg. Une fois de plus, les usagers du rail ne peuvent que regretter et dénoncer cette politique à deux vitesses qui, à terme, ne pourra qu'aboutir à la désaffectation des gares secondaires par les usagers et, dans un futur, une moindre fréquentation et pourrait servir de prétexte à encore réduire, voire supprimer les services à la clientèle. Considérant que la réduction des heures d'ouverture des guichets en gare de Marois réduira fortement l'attractivité de celle-ci, considérant que le recours à des automates pour la délivrance des titres de transport ne peut en aucun cas remplacer le contact humain, l'accueil et le service aux personnes qui constituent le socle d'un véritable service public, considérant qu'à l'heure du tout au numérique, bien des personnes éprouvent encore des difficultés majeures pour utiliser une machine automate. Pour rappel, 10% des adultes en Belgique ont des difficultés de lire et écrire. Considérant que le maintien des services actuels offerts à la clientèle en gare de Marlois est une absolue nécessité pour assurer la pérennité de la gare, les usagers du rail et les citoyens soucieux du service public en général, je répète ce que j'ai dit tantôt, en général, marquent leur totale désapprobation suite à l'annonce de la SNCB de la réduction des heures d'ouverture des guichets dans de nombreuses gares, dont celle de Marlois, et manifeste à la direction de la SNCB ainsi qu'à M. Belot, ministre en charge de la SNCB, leur inquiétude quant à la pérennité des services à la clientèle en gare de Marlois et leur opposition à ce nouveau plan en réduisant une fois de plus les services au public. Donc c'est modéré, ça constate et ça interpelle. Voilà. Je veux faire auquel bien, mais ici tu as le nombre de transactions qui se faisaient encore au niveau des guichets. En fait, quand on a au Beaumont, ou à Beaumont, on s'était déjà un peu offusqué du fait qu'ils ferment les guichets, les chiffres avaient été avancés, c'était étonnant le nombre faible de contacts qu'il y a encore avec l'agent sur place. Moi, tu vas dire justement, ce sont ceux-là qu'on veut préserver. Mais ici, est-ce que le fait que les gares au nombre d'actes opposés, le fait de réduire de moitié le nombre de guichets, on va peut-être avoir la réponse de nous dire, oui, mais voilà, pour y accueillir ce nombre d'actes-là, une réduction de 50% est normale. Tu n'as pas les chiffres. Oui, certainement, mais tout ça est le résultat de toute une politique qui a été mise en place et qui conduit à cela. Oui, tu ne penses pas. Mais c'est un nouveau frein, mais pour ne pas aussi, les réponses on en connaît partiellement. Moi aussi que beaucoup d'usagers sûrement pas, je ne prendrais pas le train, si je le prenais, je serais plutôt de celui qui a dans les tickets aussi au guichet. Mais peut-être qu'on va vous répondre aussi que beaucoup d'actes font maintenant à domicile, les jeunes aussi, voilà, ordinateur, smartphone, etc. Il faut une évolution naturelle des usagers, ils ne plus passer par les guichets, et donc il est normal de suivre l'offre en fonction de la demande. C'est comme ça que la SNCB l'a présenté en parlant. À Namur. Oui, à Namur. C'est bref, c'est simplement. Oui, mais, et donc, il y a certainement aussi à réinventer l'accueil en gare. Peut-être ne pas limiter l'accueil en gare aux seules ventes de tickets, mais peut-être avoir une autre fonction. Les renseignements, quand je suis en attente au gare de Marlois, parce que souvent avec les nouveaux horaires, on est bloqué à Marlois, et j'écoute beaucoup les contacts qu'il y a au guichet.
Et c'est souvent des renouvellements d'abonnement, c'est souvent des questions de réduction, c'est des personnes âgées qui ne savent pas utiliser l'automate. Donc il y a quand même je vois qu'il y a même souvent des discussions, même parfois longues. Je me dis, mais enfin, comment ça se fait, la personne ne comprend pas. Il y a encore un rôle, mais ne faudrait-il pas le dépasser, ça? Est-ce que ça ne pourrait pas être un point poste? C'est moi qui réfléchis là. Hein? Est-ce que ça ne pourrait pas faire évoluer le rôle des guichets dans les gares pour qu'elles puissent avoir une fonction sociale, humaine, de contact des guichets? Voilà. On ne pourrait pas prendre le temps de réécrire la motion en disant aussi qu'on est bien conscient qu'il y a une évolution aussi au niveau des usagers, qu'effectivement on constate que les habitudes qui sont prises, et que néanmoins la préoccupation serait que les 50% restants soient maintenus eu égard justement au fait qu'il y aurait une demande. Mais je pense qu'on doit aussi être conscient et d'écrire. On sait que l'évolution doit être les habitudes des usagers. Voilà. Oh. Est-ce qu'on ne pourrait pas interpeller le ministre par écrit par rapport à ça, signer une pétition? Mais la motion, c'est envoyée. La motion, elle est envoyée en général. Pas de pétition au début. Voilà. Enfin, si ça me gêne, mais le gros problème, c'est que toutes les actions via les réseaux sociaux, via Internet, etc., ne sont pas possibles. Le renouvellement ou l'acquisition d'un nouvel abonnement doit se faire par ma loi ou par les guillemets. Donc chaque année, pour renouveler un abonnement de train pour les enfants, vous êtes obligé de faire ces démarches dans cette gare. Et ça, par Internet, c'est impossible. Il y a encore autre chose, ça je le sais par le biais du forum, les chômeurs qui vont suivre des cours peuvent avoir une réduction. Ils reçoivent un document à faire valoir. Donc pour obtenir un bon gratuit mais ils doivent aller guichet avec ça. Dans le train, le contrôleur l'accompagnateur de train ne sait rien faire avec. Donc ils sont pénalisés. C'est tous des petits exemples qui pourraient s'adapter. Peut-être des adaptations, des connexions à faire entre le forum, la SNCB, etc. Mais en attendant, ça pénalise certains de nos concitoyens. Enfin, je ne sais pas si tu peux le confirmer aussi. Oui, notamment au niveau des personnes qui ont droit au statut BIM. BIM, donc ils ont droit à une carte de réduction, ils doivent se rendre à la gare. Donc ici avant, on avait facile, on les envoyait à Beaumont, mais maintenant déjà bien pour aller à Marmont, parfois c'est déjà plus compliqué. Ouais. S'il faut encore aller au-delà, c'est... Carte famille nombreuse, c'est la même chose. Carte famille nombreuse. Oui. Il y a quand même pas mal d'actions qui nécessitent de faire être plus complet, dire voilà qu'après la fermeture des guichets de Beaumont, qui nous dit déjà, etc., et peut-être, alors peut-être plus dans les détails, ce qui est cité ici. Non. Oui, tu veux que j'aille dans le détail? Ah oui, comme ça on la revoit. Oui, on est pas compliqué. C'est bien. Ok. Et les gens vont lire la motion, vous disent, ah oui, moi je suis concerné par ça, c'est plus parlant. Pour le ministre Belhomme, mais interpeller aussi le futur gouvernement qui sera mis en place, on l'espère, le plus tôt possible. Bien sûr. Et le prochain conseil, c'est le 24 au droit de parlement de l'écrit. Je propose à tout le monde un texte marqué. Je le réécris, je l'envoie à Henri, et alors on le distribue au chef de groupe. Ça va. Eric, samedi, il y a le trait de libération des 3 traits du téléphone à Lille et François Belot qui sera présent également. Donc c'était l'occasion de pouvoir lui toucher un mot à ce moment-là. Ah ben voilà. Super, ok. Voilà. Je crois que c'était l'actualité. Merci. Là, nous allons aborder l'ordre du jour, donc le point 1, c'est la consistance du Conseil pour les comptes communaux 2018. Voilà. Donc, avant de commencer la petite présentation, j'aimerais remercier certaines personnes. Donc, remercier l'ensemble du service finance de la commune, spécifiquement sa directrice Elvire, qui me fait le plaisir d'être là.
Christelle Lamborel, la remplaçante de Paul. Paul qui est là aussi. Hein. Merci Paul. Et juste aussi remercier les participants qui ont pu venir à la petite réunion préparatoire qu'on a faite il y a de cela 10 jours. Voilà, et où on a pu déjà répondre à pas mal de questions et dégrossir un peu tout. Et c'est vrai que c'était une remarque, une proposition qui avait été faite ici en conseil à l'époque, notamment par Laurence. Et je pense, et j'essaierai de le faire à chaque fois qu'on en aura la possibilité, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Ça permet de communiquer différemment et d'avoir directement des questions, des réponses à ces questions. Voilà, donc je vais commencer. Donc, juste pour reprendre quelques chiffres intéressants à avoir en tête au niveau de la commune de Durbuy, le premier c'est son nombre d'habitants. Donc, c'est vrai qu'on avait constaté qu'en 2016 et 2017, on avait une petite diminution du nombre d'habitants. Ici, ce qui est rassurant de voir, c'est que la tendance ne continue pas, mais on va faire ça un petit peu, puisqu'on a récupéré quelques habitants. Je vais désormais passer en revue le service ordinaire, et puis je passerai dans un deuxième temps l'extraordinaire. Au niveau du résultat global de l'exercice ordinaire, on constate qu'on a un résultat global qui est à 1 094 000 €. Ce qu'on peut aussi regarder qui est intéressant, c'est le résultat de l'exercice propre qui lui se situe aux alentours de plus ou moins 400 000 €. Et donc si on regarde l'évolution entre 2017 et 2018, on a une augmentation de notre résultat global d'environ 17%. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en revue les grandes recettes, les grandes dépenses, et puis alors on va chaque fois essayer d'expliquer comment est-ce qu'on explique les variations qui interviennent. Ici, au niveau des recettes ordinaires, on voit qu'il n'y a pas énormément de variations au niveau des recettes de prestations. On passe de 731 000 à 724 000, donc c'est une petite diminution d'1%. Au niveau des recettes de transfert, on a une légère augmentation de 15,8 millions à 16 250 000 €. La variation la plus importante est au niveau des recettes de dette, puisqu'on a une diminution d'environ 50%, de 1 million à 500 000 €. Je vais expliquer cette variation juste après. Et donc si on regarde le total général des recettes pour 2018, on est à 19 043 contre 19 416 000 pour 2017, soit une petite diminution d'environ 2% de nos recettes. Ceci est la répartition, désolé, donc au-dessus c'est 2018, entre 2017 et 2016. Ce qu'on voit en image, c'est qu'il n'y a pas énormément de variations au niveau de nos différentes recettes, et c'est tant mieux. Les recettes à l'ordinaire, juste pour rappeler ce à quoi elles correspondent. Donc, nos recettes de prestation, c'est les recettes que la commune reçoit en contrepartie d'une prestation. Donc, quelles sont les prestations qui peuvent être réalisées par la commune? C'est tout ce qui est entre les infrastructures culturelles et sportives, tout ce qui est intervention des parents dans les transports, dans les repas et dans les garderies scolaires, ou alors tout ce qui est récupération pour frais administratifs. Et alors, on voit ici, au niveau des recettes de prestations, ça correspond plus ou moins à 724 000 €, soit 4% environ de nos recettes. Nos recettes de transfert représentent la majorité de nos recettes, soit environ 93%, ce qui correspond à 16 250 000 €. Et comment est-ce qu'on explique nos recettes de transfert? C'est tout ce qui est transféré vers la commune. Donc c'est toutes les recettes qui nous sont transférées. Et pour schématiser, c'est quoi? Donc c'est tout ce qui est taxes, impôts, et alors tout ce qui est subsides. Donc c'est tout ce que la commune reçoit, tout ce qui lui est transféré, comme le nom l'indique. Au niveau de nos recettes de dette, donc ça c'est la plus petite partie, environ 3%, donc 500 000 €. Donc c'est tout ce qui est principalement dividendes, participation dans les intérêts communales, ou alors les intérêts créditeurs et les intérêts des capitaux placés. Hop. Voici ici, je suis désolé, je ne sais pas si c'est très lisible, mais de toute façon je vais essayer d'expliquer les principales variations de façon orale, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très clair. Pardon. Mais oui, je sais, j'ai essayé de régler la netteté, mais
c'est pas évident. Donc au niveau de nos recettes de prestations, on a vu qu'il n'y avait pas une énorme variation puisqu'on est en 2017 à 730 et en 2018 à 724. La petite variation vient principalement de tout ce qui est location de notre patrimoine puisqu'on a une petite diminution d'environ 3 000 €. Au niveau de nos recettes de transfert, là on voit qu'on a une variation tant au niveau du précompte immobilier que de l'IPP. Au niveau du précompte immobilier, on passe de 3,2 millions à 3,4 millions €. Donc là, c'est, on va dire, une évolution normale des choses. Donc c'est assez intéressant de voir que notre précompte immobilier augmente, parce que ça signifie que tout ce qui est potentiel de richesse dans les mains des citoyens augmente également. Au niveau de l'IPP, c'est vrai que là, on pourrait se dire par contre que c'est assez interpellant de voir une variation d'environ 13% entre 2017 et 2018. Soit on passe de 2,6 millions à 2,92 millions en 2018. Ici, l'explication vient simplement du fait qu'on a un décalage de l'enrôlement dans le temps. Donc en fait, l'année 2017 est une année un peu particulière puisque en général, l'IPP sur la commune de Durbuy se situe aux alentours de 3 millions. Et en 2017, l'enrôlement étant décalé, on n'a pas reçu la totalité de ce qui aurait dû être enrôlé, d'où cette petite variation. Taxe automobile, je l'ai signalé, mais c'est vrai que ça reste marginal, puisqu'on a une variation de 6%, mais en valeur absolue, ça représente à peine 10 000 €. Au niveau des taxes industrielles, de nouveau, on voit une augmentation de 4%, mais on passe de 328 à 340 000, donc c'est une évolution tout à fait normale. Au niveau subvention APE, là c'est vrai qu'on a une variation un peu plus importante, puisqu'on passe de 722 000 à 636 000 €, soit une diminution d'environ 12%. En fait, cette diminution, on l'explique pourquoi, parce qu'en fait, on a une régularisation en 2017, et donc sur l'année 2017, on a perçu plus de subventions APE que les années précédentes, d'où cette augmentation. Donc c'est plutôt 2017 qui est une année un peu élevée par rapport à 2018. Au niveau subvention de fonctionnement, enseignement, là voilà, c'est une petite diminution, mais de nouveau, c'est une diminution de 20 000 € sur 480 000 €, donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Le remboursement de l'emprunt par État diminue également, mais de nouveau, on passe de 118 à 122. Et alors, la grosse variation qui explique principalement la différence vient de la diminution des bénéfices des régies communales et principalement de notre régie foncière, puisqu'en 2017, on avait un bénéfice d'environ 740 000 €, et pour 2018, on est à environ 200 000 €. Donc c'est cette différence d'environ 500 000 € qui explique la différence citée précédemment. Donc voilà pour les recettes. Maintenant, je vais passer aux dépenses ordinaires. Donc, au niveau des dépenses ordinaires, on a tout ce qui est dépenses de personnel. Là, on le voit, il y a une petite augmentation puisqu'on passe de 6 423 à 6 560 000 en 2018. Au niveau de nos dépenses de fonctionnement, on aurait voulu faire mieux qu'on n'y serait pas arrivé, puisqu'on est à 4 125 et 4 925. Donc là, on se maintient. Au niveau de nos dépenses de transfert, c'est pour la même chose aussi, 4 307, 4 293 000 €. Au niveau de nos dépenses de dette, également, on se maintient. Une petite augmentation d'environ 40 000 €, mais sur 2 millions, ça reste infime. Soit un total pour l'exercice propre de 17 085 000 contre 16 924 000 pour l'année 2017. Les exercices antérieurs, et alors on voit de nouveau la variation ici se situe principalement au niveau des prélèvements. En 2017, on avait pu réaliser des prélèvements pour 1 200 000 €, alors qu'en 2018, on en a réalisé pour 465 000 €. Donc de nouveau, vous l'avez déjà compris, c'était 2017 qui est une année un peu particulière, parce que si je regarde en 2016 que l'on a ici, on était de nouveau plutôt au niveau des 500 000 € de prélèvement. Mais de nouveau, l'explication va être faite par la suite. Donc on a au total général au niveau des dépenses pour 2018 à 17 950 000 €. L'évolution de la répartition des dépenses ordinaires, on voit, ça reste fort
proche d'une année à l'autre. Évidemment, on peut constater qu'au niveau des dépenses de personnel, il y a une augmentation qui se fait d'année en année. Là, malheureusement, c'est souvent lié aussi à des indexations et indexations sur lesquelles on n'a pas d'impact. De nouveau, un petit mot d'explication, puisque ça vaut toujours la peine de réexpliquer ce qui est représenté dans les différents postes de dépenses. Donc, dépenses de personnel, c'est facile. Comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est dépenses liées au personnel de la commune. Dépenses de fonctionnement, ça représente environ un quart de nos dépenses. C'est tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement justement de l'administration, donc tout ce qui est fourniture, consommables, eau, électricité, énergie, tout ce qui est voirie et honoraires dus au personnel non communal. Au niveau des dépenses de transfert, c'est un peu l'équivalent que les recettes de transfert mais dans l'autre sens, donc c'est tout ce qui est transfert que la ville doit faire vers des prestataires extérieurs. Et donc pour simplifier, c'est notamment le CPS, la police, les fabriques d'églises, la zone de secours. Et ces dépenses de transfert représentent quand même 25% également. Il faut savoir que sur les dépenses de transfert, c'est vrai qu'on a en général moins de possibilités de marge de manœuvre, puisque c'est des choses qui sont en général acquises. Au niveau de nos dépenses de dette, c'est tout ce qui est dépenses liées au remboursement de la dette contractée par l'administration. Et là, la dépense de dette représente environ 12% des dépenses globales du budget de la commune. De nouveau, on revient à mon petit tableau. Désolé pour la netteté, mais je vais de nouveau réexpliquer les principales variations. Au niveau des dépenses de personnel, comme on l'a dit, c'est vrai qu'on a une légère augmentation d'environ 140 000 €. L'explication peut s'expliquer en partie au niveau du traitement du personnel enseignement, mais de nouveau, c'est principalement lié à des petites indexations ou à des augmentations du nombre d'élèves qui ont fait et qu'on a dû éventuellement avoir des engagements différents d'une année à l'autre. Ici, les frais administratifs, je le passe puisque c'est une grosse augmentation, mais en valeur absolue, c'est vraiment tout petit, ça représente à peine 8 000 €. Notre consommation d'eau a augmenté en valeur, mais ce n'est pas forcément pour ça que le volume a augmenté, puisque de nouveau, le prix de l'eau ne cesse d'augmenter, et là, malheureusement, on n'a pas de possibilité d'intervention là-dessus. Le chauffage et l'électricité, de nouveau, c'est la même chose. On peut constater une augmentation, puisqu'on passe de 253 à 277 000 €, mais c'est toujours le montant en valeur et pas en volume d'énergie consommée qui est lié à l'augmentation. Au niveau des frais de gestion informatique, là c'est vrai qu'on voit qu'il y a une augmentation de presque 30%, mais de nouveau on passe d'un montant de 60 000 à un montant de 77 000 €. Et là, l'augmentation s'explique principalement par un impératif lié au renouvellement de nos serveurs principalement. On passe dans les dépenses de transfert. Dépenses de transfert, donc c'est les dépenses, comme je le disais tout à l'heure, sur lesquelles on a le moins de possibilités d'action. Donc ici, on voit qu'on a une augmentation d'environ 7% au niveau de la zone de police. On a une augmentation de 5% au niveau des hôpitaux. On a par contre une diminution, donc ça c'est quand même intéressant de voir dans l'intervention des fabriques d'églises. Donc 10%, on passe de 165 à 148 000 €. Donc, on y travaille. Ça vaut la peine. Ce qui est, je ne l'ai pas souligné, mais l'intervention au niveau du CPS qui est maintenue, donc elle reste inchangée, c'est bon de le noter également. Et alors, toutes les autres cotisations dans les intercommunales sont en augmentation. Donc là vous voyez, c'est un poste sur lequel il y a pas mal d'augmentation, mais malheureusement sur lequel on n'a pas possibilité de manœuvrer. Au niveau subvention association, là on voit aussi qu'il y a une augmentation d'environ 10%. Ça s'explique dans les différences publiques qu'on peut octroyer à tout ce qui est association locale principalement. Et là ça peut varier d'une année à l'autre aussi en fonction des demandes et en fonction des actions bien spécifiques. Voilà pour les principales explications des dépenses au niveau de l'extraordinaire. Je ne l'ai pas mis ici, mais vous le voyez tout en bas. De nouveau, on retrouve nos prélèvements, à savoir en 2017 1,2 million contre 465 000 en 2018. De nouveau, on constate qu'il y a moins de prélèvements. Pourquoi? Parce que je le rappelle, en 2017, c'était une année un peu particulière. C'est une année au cours de laquelle on a énormément vendu.
et où donc on a pu se permettre de faire plus de prélèvements que les autres années. Et cette année-ci, comme les années précédentes, on fait le prélèvement de sorte à avoir un équilibre, un résultat global intéressant, en prélevant le moins possible. Voilà pour l'ordinaire, donc on va passer maintenant au service extraordinaire, ça va aller nettement plus vite. Donc au niveau de nos dépenses extraordinaires d'investissement, on le voit, on a pour l'année 2018 un budget initial de 4 600 000 €, et au compte, au niveau donc des engagements, on en est à 4 390 000 €. Ici, sur le tableau de droite, vous voyez, on a une répartition en fonction des différentes fonctions, mais je ne vais pas repasser tous en revue parce que ça risque d'être un petit peu rébarbatif. Au niveau de l'évolution de nos investissements, on voit, c'est vrai, une augmentation significative, mais comme vous le savez, à l'extraordinaire, il ne faut pas regarder spécialement sur une année, il faut plutôt regarder sur du long terme. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'un projet peut être mis en 2018, mais ne sera réalisé qu'en 2019, en 2020, voire même plus tard. Et donc c'est plutôt sur 3 ans qu'il faut regarder où on se situe. Au niveau de nos recettes extraordinaires d'investissement, on le voit, elles se répartissent en 3 grands groupes. On a d'une part les emprunts qui sont contractés pour répondre justement à nos dépenses extraordinaires. Donc au niveau des emprunts, on en a pour 2,2 millions environ en 2018. Au niveau des subsides, on en a pour environ 1 million. Et au niveau de notre autofinancement, on en est pour 1 200 000 €. Donc on a plus ou moins une répartition homogène. Maintenant, c'est vrai qu'il faut de nouveau un petit peu prendre du recul par rapport à ces chiffres-là. Au niveau de nos emprunts, c'est vrai que de nouveau, on a par exemple beaucoup plus en 2018 qu'en 2017. C'est contrebalancé par le fait aussi qu'en 2017, on avait la chance d'avoir beaucoup de subsides. Pourquoi est-ce qu'on a eu beaucoup de subsides? Parce qu'on avait aussi la chance d'avoir des projets pour lesquels on était bien subsidié. Donc de nouveau, c'est chaque fois lié à des projets. On ne peut pas regarder sur une année bien spécifique. Au niveau de notre autofinancement, on voit de nouveau un autofinancement de 1 200 000 €. Donc on a une répartition qui est celle-là, à savoir 27% en autofinancement, 23% en subside et 50% en emprunt. Au niveau des projets, à l'extraordinaire, ici on a passé certains projets plus spécifiquement sous la loupe. Il y en a bien d'autres. On peut souligner pour 2018 à la salle de Villers les travaux de voirie pour 670 000 €. De nouveau, ici, c'est des montants qui ont été inscrits pour 2018, mais de nouveau, on se montre dans le cas de la salle de Villers, c'est des travaux qui seront réalisés plus tard. On a dû les placer sur l'exercice 2018. Au niveau de notre comptabilité générale, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il en est, mais c'est une image qui est toujours figée à un instant bien précis, en l'occurrence le dernier jour de l'année, soit le 31 décembre. Notre trésorerie courante au 31 décembre 2018 est à 5 600 000 €, ce qui est vraiment intéressant, dans le sens où on le regarde, en 2016 on était plutôt à 5 millions, 2017 6,5 millions. Donc on constate une trésorerie intéressante, avec un total des actifs pour 2018 à 5,7 millions. Nos fonds de réserve extraordinaires, là aussi c'est toujours bien de voir où on se situe au niveau de nos fonds de réserve extraordinaires. Ils sont situés au 31 du 12 2018 à 1 104 000, soit la même valeur que l'année précédente. Au niveau de la dette, de nouveau, là c'est une image figée. On a un encours de dette, donc c'est vraiment la totalité de nos dettes pour l'année qui sont à, si on prend à la fois la part communale et le CRAC, à 9 500 000 €, soit une charge annuelle de dette par communale de 1 600 000 €. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Je pense que j'ai pu faire un peu plus vite justement grâce à cette réunion préparatoire. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos questions. Merci. Merci.
Merci pour ta présentation, merci pour la réunion que tu as organisée. Donc ça répond un peu à une demande qui avait été mise lors du conseil, donc c'est chouette de se sentir aussi écouté. Et comme tu dis, c'est des fois plus facile de se poser plein de petites questions lors de ces réunions préparatoires. Donc le compte n'est pas mauvais. Évidemment, c'est le reflet de votre politique et de vos projets qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ne correspondent pas forcément à nos priorités. Donc, pour rester en cohérence avec notre vote du budget, nous te remercions et te félicitons pour ton travail, mais nous nous abstiendrons lors du vote. C'est bref. Oui, merci aussi pour la réunion. C'est la première fois que c'était organisé. Et nous avons bien reçu tous les documents. Je dois dire que c'est très complet. Ça m'a pris des heures à lire, mais franchement, est très lisible et transparent. Donc, c'est assez agréable comme nouveau conseiller communal de découvrir ça. Bon, c'est sûr qu'il y a on sent des variations. Vous voyez bien pour faire en sorte que les comptes soient équilibrés. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dette, comme pour le CPRS. Je suis très attentif à ça, je le ferai chaque fois. Attention, parce que je crois que rien n'est gagné, et il y a encore lourd. Mais bon, voilà. Et en ce qui concerne les recouvrements en matière d'impôts, il semble qu'il y a un retard et donc il y a peut-être des difficultés à percevoir l'impôt. Je ne sais pas si tu peux le confirmer. Bon, quand je vois le ratio de 73%, ça veut dire qu'on a des créances en matière d'impôts. Les taxes de déchets, elles sont à échéance fin décembre. Donc ça veut dire qu'il y a la plupart des personnes qui dépassent un peu la... Il y a des paiements qui arrivent au-delà de l'année. Ah, ok. Elle arrive en 2019, en 2018. Maintenant, il y a toujours une part de population qui a des difficultés à payer. Mais d'année en année, je constate qu'au premier mois de la répression des impôts, je fais les statistiques et je vois que la part de gens qui payent du premier coup augmente d'année en année parce qu'on est beaucoup plus rapide justement à rappeler le paiement mensuel, rappeler les taxes, etc. Donc justement, ça a plutôt tendance à s'améliorer. Maintenant, il y a une part de la population qui a quand même du mal à payer. Équipement de plan, on essaie de trouver plus d'arrangements aussi pour que ça pourrait être tout le monde. Donc voilà. Alors, sur la taxe d'échec qui arrive là à l'échéance fin décembre, donc ceux qui ne respectent pas tout à fait la date d'échéance, ils arrivent à l'échéance. Et donc ça fait un gros morceau, une grande partie de la taxe d'échec qui n'apparaît pas comme qui apparaît les ensembles mieux dans les maisons. Ok, ça va, merci. Et donc, que ça, j'ai vu après notre réunion, et le chiffre de 73% m'interpelle. Voilà, donc non, globalement, bravo pour la gestion. Il est évident que quand on voit à l'extraordinaire les deux grands postes, et un grand poste évidemment la voirie, et on sait que c'est un gros problème pour notre commune vu le nombre de kilomètres. Et donc, moi, je suis persuadé qu'il y a une réflexion à mener à ce niveau-là. Et j'attends donc avec impatience cette commission travaux, parce que, voilà, on a peut-être des échanges à faire. Voilà. Merci. Je peux juste répondre à Eric. Juste une petite chose, mais je le remonte, mais tu n'étais pas forcément la dernière fois. On associe le profil dette de la ville. Donc je ferai aussi en temps voulu une petite présentation. On n'a pas encore reçu le dernier. Mais on ne l'a pas eu l'autre fois. On devait le recevoir par mail et on n'a pas eu. Le Belfius, c'est ça? Le profil Belfius, c'est ça? Belfius. On l'a pas reçu. Non, je l'ai pas reçu non plus. Non, mais la dernière fois, donc on n'a pas encore reçu le dernier. Mais celui d'avant. Je ferai en sorte de vous l'envoyer, parce que c'est vrai que c'est intéressant, ce sera celui de l'année passée seulement, mais ça n'évolue guère. Et alors ce que je propose aussi, quand on aura une présentation, je refixerai à Doodle une date pour de nouveau faire une présentation avec Belfius, parce que Mme Hayden est toujours très intéressante à écouter. Mais ici, je vais juste citer deux chiffres. Donc au niveau de la commune de Duruguy, il faut savoir que le taux moyen pondéré
de nos emprunts est à 2,2%. Donc ça, c'est quand même des emprunts qui sont vraiment très bons. On a aussi la chance d'avoir une durée moyenne de nos emprunts qui est très courte, puisqu'elle est de 7,5 ans. Donc ça, c'est très court. Il faut savoir que la moyenne de la région wallonne se situe plutôt au niveau des 13 ans. Donc on est bien en deçà. Et alors, je montre toujours le même graphique, car pour moi, il est très parlant. Donc ici, en fait, je ne sais pas si tout le monde le voit, on a le montant total de notre charge de dette. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'après 1, 2, 3, 4, 5 ans, on est à 1/3 de la charge de la dette. Donc c'est vrai qu'on a une capacité de remboursement qui est vraiment très bonne. Et quand on reçoit Madame Hayden, vous la verrez, puisque c'est quelqu'un de toute façon qui est neutre, puisqu'elle vient pour Belfius, elle est toujours en général très positive, et Laurence le dit aussi, puisqu'elle la connaît avant moi, par rapport à la communauté. Voilà. Donc c'est rassurant d'avoir ce genre de profil, parce que c'est neutre et ça reflète bien la réalité. Ok, pour participer. Oui, mais je... pour écouter. D'autres questions? Passons au vote. Oui. Oui. Non, pardon, abstention. 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 Oui. 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 Alors, on a Fabrice de passer points 2, 3 et 4 qui concernent des comptes de fabrique d'église de Barbeau, Izy et Villette. Voilà, donc le numéro 2, fabrique d'église de Barbeau, nous avons des recettes pour 28 000 €, des dépenses pour 19 567, un boni de 8 691, une intervention communale ordinaire pour 17 912 €. Alors le point numéro 3, donc la fabrique d'église Isier aux eaux, des recettes pour 17 463 €, des dépenses pour 8 735 €, un bonus de 8 727 € et une intervention communale de 720 €. La fabrique d'église de Villers, des recettes pour 29 400, des dépenses pour 24 600, un bonus de 4 755, une intervention communale ordinaire de 8 357, une intervention communale extraordinaire pour 7 000 €. Et alors, quand je suis dans les fabriques d'église, juste un petit point, il faut savoir qu'il y a de cela quelques temps, il y avait une réunion, je ne sais pas si on en a déjà parlé, le GFE, G-E-F-E, donc, qui était à l'initiative de l'évêché, donc pour essayer, comme son nom l'indique, de regrouper les églises et les fabriques d'église. Donc, il y a eu une première réunion qui était vraiment intéressante. Et je pense que leur objectif aussi est d'essayer de simplifier et d'harmoniser tout ça. Donc, je pense que la tendance va vers le bon. Merci. La question, donc le point 5, Tennis Club de Barbeau-Durbuy subside. Donc ici, c'est concernant le projet du Tennis Club de Barbeau, comme vous le savez, qui a un projet de faire de nouvelles installations au niveau de l'ancien terrain de foot de Durbuy. Donc dans notre délibération du Conseil du 26 juillet, on avait décidé d'octroyer à cette ASBL une subvention d'un montant de 300 000 €, TVA compris. Il faut savoir que donc le mode de fonctionnement de subside est le suivant. Donc, il y a une part qui sera subsidiée, il y a une partie qui est non subsidiée, et dans la partie non subsidiée, la commune intervient à hauteur de 2/3 et le club intervient à hauteur de 1/3. Et donc ici, c'est dans l'évolution du dossier, puisque le club avance dans son dossier et reçoit des factures. Étant donné que ce sont des factures d'un montant assez important, on anticipe déjà notre subside et on prélève déjà sur cet article budgétaire. Et ici, c'est pour pouvoir payer des factures d'architecte d'un montant de 10 000 € qui provient, qui sera retiré d'un crédit budgétaire qui était inscrit. Ça peut. Dans la délibée, ils disent qu'ils ont avancé les 10 623 € de frais d'architecte, oui, mais qu'ils ont aussi avancé d'autres frais. Oui. Et on n'en parle pas de ceux-là, on ne rembourse pas ceux-là. En fait, c'est eux, en fonction de leur trésorerie, qui nous rentrent certaines factures ou pas. Ici, comme c'est une grosse
facture d'un montant de 10 000 €, pour qu'eux ne se mettent pas en mal, on avance déjà ces 10 000 € qui seront déduits du montant du subside qu'on leur a octroyé. Oui, donc ils n'ont pas rentré les autres petites factures. Tu vois, parce que comment vous avez référence à d'autres factures, je me dis, tiens, pourquoi on ne rembourse pas celle-là? Ils en ont déjà rentré d'autres, mais c'est chaque fois quand c'est des grosses factures, histoire que leur trésorerie ne soit pas trop négativement impactée. En fait. Ok, merci. La question, le point 6, le comité de concertation XCPS procès verbal du 27 juillet 2019, ici. Voilà, donc vous avez pu prendre connaissance du procès verbal de la séance du comité de concertation du 27 mai 2019. Donc les points principaux à l'ordre du jour ont déjà été évoqués ici au conseil communal. Donc ça concernait le compte CPS et le nouveau plan du plan de cohésion sociale 2020-2025. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, on a déjà tout vu. Okay. Le point 6A, Laurence, motion de préoccupation, Rodrigue en danger. Voilà, on va Eric nous a un petit peu ouvert la voie en parlant justement de la province du Luxembourg et de la ruralité. Donc, tous ici habitants de la province du Luxembourg, nous connaissons des situations qui nous sont défavorables. L'électricité, nombre de médecins, des transports, Eric en a parlé. Donc, vous le savez ou pas, le 22 dernier, au Moniteur belge, est paru un arrêt royal par lequel la ministre de Bloc fixait à 75 000 le nombre minimum d'affiliés nécessaires pour qu'une mutuelle puisse continuer à exister. Nos mutuelles en Luxembourg répondent à besoins spécifiques en relation avec nos caractéristiques et nos besoins. Mais évidemment, vu le taux de population, on n'arrive pas à ces plafonds-là, ou ces planchers-là, ça dépend. Ce texte sonne dès lors le glas de notre petite mutuelle, et pourtant chaque individu doit pouvoir rester libre de choisir sa mutuelle. À titre informatif, notre province compte en moyenne 64 habitants au kilomètre carré pour une population de 284 500 habitants. La densité, pour avoir un petit peu une image, enfin pour se faire une idée, la densité en région liégeoise s'élève en moyenne à 367 habitants au kilomètre carré. Donc nous 64 à Liège, 367 avec des pointes de 1 000 €. Pardon, 2000 habitants dans les centres urbains tels Liège-Auvergne. Donc on voit évidemment que les plafonds, les chiffres demandés pour atteindre les planchers requis ne sont pas du tout équitables. Donc afin d'atteindre le seuil requis, les différentes mutuelles vont être obligées de fusionner ou elles vont mourir. La mutualité chrétienne a déjà souligné dans un communiqué récent qu'année après année, nous voyons les centres de décision tant privés que publics quitter nos régions. Nous ne pouvons accepter que les habitants de nos régions soient considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors elle a d'ores et déjà, pour essayer de prendre les devants, fusionné avec la mutualité de Verviers, mais en espérant, elle cite, qu'elle tiendra compte de la nécessaire proximité entre les membres et leur mutualité, pour que le service et l'activité de représentation de nos membres soient garantis. Cette exigence est centrale pour nous compte tenu des spécificités de notre région. La mutualité libérale, aux dernières nouvelles, espérait avoir une dérogation. La mutualité socialiste, quant à elle, a pris une initiative d'introduire un recours devant le Conseil d'État et a lancé une pétition sur www.touchepasamamu.be. Cette pétition, évidemment, n'est pas uniquement destinée aux membres de la mutualité socialiste, parce que bien entendu, les résultats obtenus seront au bénéfice de tous nos habitants. Et en plus, cela pourra faire jurisprudence et signifier un pas vers la protection future de toutes nos entités provinciales. Donc il est donc essentiel qu'on soit tous unis dans cette démarche. Donc, si on va vers des... J'ai du mal à le conduire. Si on va vers des fusions comme on semble nous y obliger, les centres de décision vont forcément être décentralisés, avec le risque de perdre de la proximité propre à nos petites entités. Il est permis par ailleurs de redouter que la disparition de l'échelle provinciale entraîne un recul social, avec des conséquences très concrètes pour les affiliés, telles des cotisations qui pourraient augmenter de plusieurs euros. On sait que plus une institution est importante, plus ses frais de structure de gestion sont importants. On peut aussi craindre des restructurations avec bien entendu des pertes d'emploi dans notre population. En outre,
le texte tel qu'il est rédigé actuellement a effacé la période de transition de 2 ans qui prévoyait à l'époque de permettre un laps de temps destiné à ce que les mutualités puissent se mettre en ordre. Ces dispositions étaient pourtant bien prévues dans le texte élaboré au cours des discussions du secteur mutualiste et elle apparaît toujours dans le rapport du roi. Donc on s'interroge pourquoi une telle précipitation, pourquoi faire disparaître ce paragraphe-là. L'Office de contrôle des mutualités l'a remarqué et souhaite d'ailleurs éditer une recommandation à l'attention du prochain gouvernement. Si cette mesure passe, celle dont Éric parlait tantôt, enfin, ce sont toutes des mesures, si elles passent, elles ouvrent la porte à d'autres restrictions ou sanctions au détriment de nos zones rurales. Suite aux élections fédérales du 26 mai dernier, il est important pour nous tous et pour tous les Luxembourgeois de s'unir et de réagir afin d'éditer des recommandations à l'attention du futur gouvernement pour faire entendre notre voix. Non à une gestion, disons tous ensemble, non à une gestion du pays basée sur la densité de population, oui au respect des caractéristiques et spécificités de notre province et soutenons et défendons tous ensemble notre ruralité. Donc, eu égard à tout ce qui précède, le groupe Commune Passion de membres propose au Conseil communal de prendre une motion afin de soutenir les mutualités luxembourgeoises en manifestant son opposition à cet arrêté royal du 22 février 2019, tel que les conseils communaux de Marche, Martelange, Saint-Hubert, Palaiseau et Bouillon l'ont déjà fait et à l'unanimité des voix. Nous souhaitons aussi éditer une recommandation à l'attention du prochain gouvernement, l'enjoignant à ne pas suivre et à invalider cet arrêté royal de la ministre de Bloch, à tout le moins tel qu'il a été publié. Il était essentiel pour nos futurs dirigeants qu'ils prennent dès le début de leur mandat conscience des caractéristiques, spécificités et besoins de notre province du Luxembourg. Merci de votre écoute. Des réactions? Mais, Laurent, on ne connaît pas bien le sujet, donc tu évoques des résultats obtenus au bénéfice de chaque citoyen de la province. Tu peux être un petit peu plus précis. Tu penses à quoi en termes de résultats? Mais j'ai pas la carte ici, mais si on prend la carte du Luxembourg, quelle que soit la mutualité dont on parle, parce que ce n'est pas une question du genre de la mutualité, ici c'est une question de population, vous verrez qu'il y a plein de petits bureaux. Cécile peut vous le dire pour la mutualité chrétienne, Jean-Marie peut vous le dire pour la mutualité socialiste, peut-être que nos amis pourront vous dire pour la mutualité libérale. Toutes ces petites entités locales connaissent leurs clients, connaissent leur population et proposent des tas de petits services, vraiment des fois d'une mutualité à l'autre, enfin même d'un bureau, pas d'une mutualité à l'autre. Du bureau de Barvaux au bureau de Libramont, il peut y avoir des spécificités propres à la population de Barvaux ou de Libramont. Si on éjecte tous ces petits bureaux-là, parce que ce ne sera plus possible de les maintenir, ben les gens ne pourront plus faire 30 mètres ou 2 km pour aller remettre leurs bulletins et devront aller les remettre beaucoup plus loin. Il n'y aura plus tous ces petits services-là, ça va être lissé. Il y aura une série de grands services offerts, mais tous les petits trucs qui sont vraiment propres à notre population, tout ça, ça va être terminé. Il faudra évidemment faire de plus longs parcours pour se rendre à son bureau mutuel. Donc ici, on parle de déplacement, on parle d'évolution, on parle de tas de choses. Là, je veux dire, il y a des tas de petits points de conséquences qui peuvent être liés. Tu évoques un service de proximité. J'évoque un service de proximité, donc la ruralité telle que nous on la connaît, on va encore la mettre de côté. Alors c'est bien, on aime bien notre province, on aime bien, oui, destination touristique d'excellence. Hein, il y a des millions de nuitées pour les touristes en province du Luxembourg. Mais après, on prend des décisions, justement, qui ne sont pas au bénéfice de la population. Ce sont chaque fois des sanctions pour les habitants de la province du Luxembourg. Et je crois qu'on doit tous merci. Et j'allais faire ça, se serrer les coudes, être solidaire pour refuser. On doit refuser en bloc toutes ces petites mesures qui ne semblent peut-être pas liées, oui, en bloc, joli, qui ne semblent peut-être pas être liées, mais qui finalement vont pénaliser excessivement notre population. Alors que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau déplacement, que ce soit au niveau carburant, que ce soit au niveau de l'électricité, on se fait toujours taper sur le dos parce qu'on ne rapporte pas, mais ici on rapporte énormément.
on apporte des tas de choses à notre pays en termes de tourisme. Il y a des tas de choses qu'on peut faire valoir dans la province du Luxembourg, mais toutes ces choses-là, on n'en parle pas. On s'arrête au nombre d'habitants, on s'arrête peut-être à la production financière ou quoi, mais avec toute l'économie qu'on génère, qu'on participe comme les autres au produit intérieur brut, on a le droit à la parole comme les autres. D'ailleurs, on a des élus. Si on n'était rien, on n'aurait pas d'élus. Donc moi, je crois qu'il faut absolument faire valoir la voix de la province du Luxembourg. Et d'ailleurs, il y a plusieurs communes qui l'ont déjà fait. Hein. Je veux dire, ce n'est pas la première commune où ce type de motion est présenté. Et c'est un petit peu l'occasion, c'est vrai, de tirer sur les sonnettes d'alarme et dire à nos futurs députés et ministres, vous avez vu, on est là. Nous, on vaut quelque chose. On n'est pas que des vieux Ardennais du fin fond de notre Cambrousse. Non, on a notre mot à dire, on a aussi des capacités, on a des gens intelligents, on a des tas de valeurs, des tas d'avantages. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on est toujours un peu le parent pauvre. Et ça ne va pas. On ne peut plus accepter ça. Alors ce sont des moyens doux de le faire savoir, mais c'est une première avancée, quoi. Alors évidemment, on a réussi à avoir 4 élus au gouvernement fédéral en province du Luxembourg. Chaque parti va essayer de relayer un maximum à ses élus, mais je pense que nous, on doit pouvoir les aider aussi. Et si on édite des motions ou des recommandations, nos élus qui, eux, prendront la parole au Parlement pourront s'appuyer en disant, vous voyez, autant de personnes, la population se motive. Je crois qu'il ne faut pas toujours demander de travailler pour nous, il faut des fois, nous aussi, peut-être leur apporter des outils pour nous défendre. Ce que je peux peut-être dire par rapport à ma mutualité, donc qui est la mutualité chrétienne, c'est qu'effectivement cet arrêté, on l'a pris vraiment très très au sérieux et on a anticipé, on a devancé les choses et donc on est en pleine. On n'aime pas d'utiliser le terme fusion ni restructuration, on est en transformation de notre modèle. Donc, au niveau de l'Alliance des mutualités, on a revu notre modèle, mais jusqu'à présent, nous avons la garantie qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois et pas de suppression d'agences non plus. Maintenant, voilà, que ce soit l'ancien modèle ou le nouveau modèle, je pense qu'une agence où il y a peu de fréquentation est vouée à une fermeture tôt ou tard. Il y a une question de rentabilité à tous les niveaux, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. Ça va arriver. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, les mutualités en tant que telles ne disparaîtront pas. C'est vrai que le pouvoir de décision ne sera plus dans notre province. C'est évidemment le danger de la ruralité. Or, les mutualités, au même titre qu'en général les secteurs communaux, même les autres, sont bien gérés, il y a de l'argent. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de venir chercher l'argent qu'il y a dans les mutualités, qui sont bien gérées, pour les reprendre pour les autres structures. Et on ne va pas évidemment toucher au remboursement d'une attestation de soins ou quoi, ça n'a strictement rien à voir. C'est la volonté, au niveau des avantages qui sont octroyés des cotisations complémentaires que tout le monde paye, c'est que les avantages risquent de ne plus être ceux qui nous correspondent à nous, en province de Luxembourg, avec les longs déplacements, où dans les mutualités, on intervient dans des déplacements, etc. À Liège ou autre part, ils n'interviennent pas dans des déplacements sur foot. Il y a les médecins, je veux dire, c'est des buildings, il y a 1000 personnes je veux dire, sur quelques centaines de mètres. Ici, les patients, quand ils veulent aller quelque part, c'est vrai qu'ils font des déplacements. Et ils sont bien contents d'avoir des remboursements qui sont prévus par les mutualités. Et c'est cet argent-là qu'on risque de venir nous prendre et qu'on n'ait plus la maîtrise. Et que ce soit chez nous autres, il n'y a pas de miracle, mais aussi bien que nous autres à Liège, puisque en plus il y avait des difficultés avec la mutuelle socialiste de la province de Luxembourg, ils n'attendent plus de chose, c'est de nous manger. Pourquoi? Parce que nous, dans la province de Luxembourg, c'est géré correctement, il y a de l'argent, mais eux, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le pouvoir, s'il va à Liège, nous autres, on n'aura plus de déplacement, de remboursement de déplacement, on n'aura plus toute une série d'avantages qu'on octroie en interne parce qu'il y a de l'argent dans les mutualités, parce qu'elles sont bien gérées. Alors évidemment, je pense qu'il n'y a pas grande différence avec la structure maintenant, celle qui risque d'être au niveau des sections locales, etc. Il y a un rôle social qui doit toujours être là, mais qui est de moins en moins, parce qu'on le voit pour les guichets, etc., qui est évidemment la proximité, elle est de moins en moins évidemment présente, mais je pense que c'est surtout
pour que le pouvoir soit retiré à nos provinces et qu'on vienne vider un peu pour mal les caisses des mutualités. Mais Jean-Marie, moi j'entends vraiment bien le débat ici, enfin ce que vous avancez, mais est-ce que tu as cité une phrase d'un conflit ou quoi entre la province du Luxembourg et éventuellement le secrétariat ou quoi de direction? Parce que finalement ce débat pour la mutualité socialiste a-t-il bien lieu ici au conseil communal de dire oui ou est-ce que c'est pas... Non, hein. Je veux dire, au niveau socialiste plutôt? C'est déjà depuis... Non, le débat ici au niveau des mutualités, c'est depuis que nous avons... De toute façon, la mutualité a gagné chaque fois ce procès. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ici, c'est un exemple. C'est Marie Le Bloch qui a pris une décision sur l'ensemble des mutualités. Et évidemment, on parlait à un moment donné de faire des exceptions. Il en fallait une, il fallait une aussi au Brabant Wallon ou autre part. Et donc, si on prenait les travailleurs frontaliers, si on intégrait les travailleurs frontaliers, on n'aurait plus de problème. Mais ils refusent d'intégrer les travailleurs frontaliers dans le nombre d'effectifs qu'on a. Alors que les frontaliers au Luxembourg, on en a un paquet. Hein. Et si on pouvait les prendre, on n'aurait plus. Mais on refuse. Alors que quand ils viennent au guichet, quand on va quelque part, c'est du travail comme pour un autre, ils rapportent l'argent et on doit s'occuper d'eux au même titre que les autres. Hein. Le débat ne porte pas sur la mutualité socialiste. Hein. J'espère que mes propos ont été bien compris. Hein. J'ai cité les trois et j'ai cité les exemples de démarches effectuées par chacun. Hein. Oui, j'entendais ça, ce que Jean-Marie a dit. D'autres questions? On est d'accord? Verdict? Abstention? Abstention? Non. Assiste à la réunion. J'ai apporté 2-3 modifications verbales pour que je les remette dans le texte et que je te le renvoie. Merci à tous pour m'écouter. Donc on passe au point 7, agent de l'écran local, demande de renouvellement de l'agrément. Voilà, donc de la présentation du rapport d'activité de l'ADL, je vous annoncerai le renouvellement de l'agrément ici au mois de juin, donc de la FGADL qui arrive à échéance puisque les agréments sont donnés pour 6 ans. Alors, je vous ai ici demandé de solliciter la BGO économie, emploi, recherche pour la poursuite de cet agrément. Donc, ce nouveau dossier se compose de 5 pôles, chacun ayant des objectifs opérationnels pour lesquels des actions seront menées à court, moyen et long terme. Et quand on parle du long terme, on dit dans la continuité. Donc, le premier, il concerne le développement du commerce de proximité et faire en sorte de le rendre attractif et compétitif. Le deuxième, la poursuivre la construction d'une stratégie numérique de territoire. Le troisième, le soutien à une agriculture respectant l'environnement et fonctionnant en cycle court. Le quatrième, c'est de confirmer la notion de tourisme durable dans le développement de notre territoire. Et la cinquième concerne le développement d'emplois et la création d'activités en améliorant le sentiment d'appartenance des secteurs économiques au réseau local, le réseautage entre commerces. Donc voilà, il vous avait été, vous l'avez tous fait une synthèse de la brique qui doit refaire et wallonne et qui est assez indigeste à lire. Donc voilà, je suis à votre disposition. J'espère pouvoir répondre aux questions. Les questions? Question, pas vraiment une suggestion. Dans le point 4, confirmer la notion de tourisme durable dans le développement du territoire. Donc on a fait une réunion avec les différentes associations enfin il y a eu une réunion du comité carnaval avec les différentes associations de Barbeau et le tourisme était présent aussi. Et l'ADL devait être invité et puis bon voilà, ça n'a pas été fait. Donc ce sont les 20 ans du carnaval l'année prochaine. On voudrait bien faire des collaborations touristiques économiques afin d'inscrire vraiment cette activité, je crois pour plus de 20 ans pour le nouveau carnaval, avant quand elle était organisée par Paris, c'était encore plus. Et donc on voudrait bien essayer de faire des associations avec des restaurants, des hôtels, des chambres d'hôtes, etc. pour proposer des packages
package avec les taupières, package avec la petite batte, package, voilà. Oui, voilà. Et donc, package aussi avec, s'ils prennent le package, peut-être une réduction sur le tarif d'entrée, 3 €, mais voilà, faire un produit groupé et qui pourrait intéresser, je sais bien que Satamour, ils font des choses comme ça, ils font des packages avec une activité, voilà. Et donc, vraiment essayer de faire une promotion comme ça. Parce qu'en général, lors de ce week-end-là, tous les commerces de Barvaux affichent complet, mais bien complet. Et ce qu'on voudrait bien, c'est étendre sur tout le territoire et essayer qu'il y ait un maximum de gens, enfin de commerçants qui en profitent. Donc ce soit au bénéfice des commerçants, et puis en même temps au bénéfice de la manifestation, donc tout le monde pourrait en bénéficier. Voilà. Donc, ben oui. Et après, on en a déjà parlé avec le tourisme, Rodolphe et tout, et avec les syndicats. Merci. Pas d'autres questions, remarques? Juste une remarque, c'est que la notion de tourisme durable est en train d'évoluer. J'en ai déjà parlé avec Xavier, et que donc, pourquoi? Parce que maintenant, ça doit être intégré, on passe à autre chose. Donc, c'est même d'ailleurs pour ça que Eden ne va peut-être plus exister. Je ne sais pas s'il vous en a parlé. Donc, il va peut-être y avoir des points qu'il n'arrivera pas à faire, en tout cas, sur lesquels il va devoir réfléchir et évoluer. C'est certain. Mais je crois que l'idée est en tête et je crois qu'ils y travaillent. Mais simplement pour dire qu'on a beaucoup parlé de tourisme durable. Maintenant, il faut passer à une implication réelle et il ne faut plus rester dans les mots, il faut passer dans les gestes, surtout au niveau des opérateurs touristiques. Je crois qu'au niveau des opérateurs institutionnels, je crois que l'accompagnement et la volonté d'avancer semblent là, est exprimé. Maintenant, il y a tout un accompagnement à faire au niveau des opérateurs. La Green Key, la clé verte en est un exemple, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi passer à d'autres aspects. Je ne sais pas si, quand tu es venu rencontrer Xavier, tu as vu Romane, la stagiaire. Tout à fait, j'ai participé à l'enquête. Oui, il y a eu énormément de retours par rapport à cette enquête, justement. Et alors, elle termine son stage demain. Demain soir, 4 mois. Et demain soir, avant le conseil d'administration de l'Office du tourisme, elle va pendant 1h30 présenter les conclusions de son travail. Très bien. Elle, ce sera son travail de fin par la même occasion. J'ai vu quelques ébauches, c'est pas mal. Je ne sais pas donner plus d'éléments par rapport à ça, puisque je n'ai pas encore tout vu. Je l'ai rencontrée à un colloque sur l'éco-responsabilité dans le secteur du tourisme et elle était très contente d'être là. Oui, Très bien. À 18h30. De 18h30 à 20h, et puis ils ont CA après. Mais moi, je n'étais pas là, parce qu'on a le CA de la vie. Ben oui. Bon, de toute façon, voilà, l'invitation à celui qui veut y assister. C'est au tropical. C'est ouvert à tous. Présentation du drapeau rouge, je suppose, sur travail. 18h30. Même parfois, au départ, c'était ouvert. Mais je viendrai présenter. C'est de l'agir qu'on fournisse alors le travail. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, le travail sera fourni par mail. De façon durable, par mail. Oui. Qu'il soit transmis de façon durable, donc par mail. Ça, on est d'accord. Mise en question. Les étudiants, maintenant, ils doivent remettre leur mémoire de façon numérique. Ils ne peuvent plus remettre papier. Surtout content, ça leur fait un fameux coup. Ah oui. Oui, pour les journalistes. Toutes les copies qui doivent être liées. Il n'y a pas d'autres questions, on passe au point 8. Quel contrat de linéaire de l'ouvre de programme d'action 2020-2022? Voilà, programme d'action 2020-2022. Donc ici, c'est un programme qui est déterminé pour une durée de 3 ans. Donc juste un petit résumé sur le contrat de rivière qui est une SBL. Et c'est un programme d'action qui est élaboré en concertation et renouvelé tous les 3 ans
pour préserver, restaurer et mettre en valeur une ressource en eau. Les différents partenaires sont les pouvoirs locaux du SPW, les intercommunales et associations en lien avec les ressources en eau du bassin versant de Lourdes. Il se compose de 26 communes, allant de Liège à Livramont. Et les membres d'une peut-être en plus, le président, c'est maintenant M. Domonti de Ferrières, qui a pris la présidence. Alors ici, on vous demande donc d'approuver le programme d'action 2020-2022. Je vais vous détailler chaque action. Non, c'est pas vrai. Non, mais enfin, de tenir compte des lignes directrices, d'inscrire des actions suivant au programme d'action 2020-2022, de prévoir le budget nécessaire à la réalisation de ces actions et d'informer le comité rivière pour tout projet de travaux à proximité d'un courrier. Voilà, et Freddy et moi sommes à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Le contrat de rivière est un outil formidable. Quand j'étais fonctionnaire, j'étais représentant du CGT au CRO et je les ai soutenus, et encore maintenant d'ailleurs, je continue à avoir des contacts avec eux. Je trouve qu'ils font un formidable travail parce qu'ils travaillent de fourmi et qui aident les communes. Ils ont une autre vision des choses et une vision transversale, donc c'est extraordinaire. Et donc, pas de souci, il faut soutenir ce contrat de rivière et il faut donner cette subvention, je dirais même peut-être plus, mais le but n'est pas là. J'ai vu dans les propositions qui faisaient d'investissement, notamment pour notre commune, un point qui me tient fort à cœur, c'est le pont de Pont-le-Prêtre. Le double pont de Pont-le-Prêtre, qui est dans un état catastrophique et qui me fait peur à chaque été, lorsque les scouts prennent possession des prairies du fond. Il n'y a pas un été sans qu'une pierre supplémentaire ne tombe dans l'une ou l'autre rivière. Et donc il y a soit une sécurisation à prendre provisoirement, soit envisager d'ouvrir le dossier. Je sais que les ponts, c'est un coût, c'est costaud, mais il n'y a rien à faire. L'ayant vu dans la liste des travaux du contrat de rivière, je dis ah bon, si même le contrat de rivière le prête, ça veut dire qu'il est quand même temps d'agir. Et comme tu es au contrat de rivière, ça va faciliter les choses. Ce qui facilite les choses, c'est l'argent. Non mais tu as tout à fait raison. Je suis au courant. On en a déjà parlé. Il y a quelques années. Je n'ai pas d'estimatif pour réaliser les travaux dans mon esprit. Il y en a 3 qui sont aussi avec moi. C'est quelque chose qui va coûter. Et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression qu'il faudra les refaire à moindre coût, avec une efficacité, mais pas spécialement une architecture pareille. C'est ça le problème. Hein. Ce n'est pas des gros passages d'eau. Hein. On peut réaliser des percus relativement simples et efficaces, mais si on veut les garder à l'identique, là ça va coûter très cher. Sauf si on trouve une formule qui permettrait de concilier les deux. C'est quand même repris dans l'inventaire du patrimoine de Rivière-Saint-Gertrude. C'est des ponts qui ont une qualité. On est dans un village touristique. Enfin bon, je crois qu'il y a toute une réflexion à mener. Je me rends bien compte que c'est un coup, mais je crois qu'il faut aborder le sujet, mais de manière la plus respectueuse possible du patrimoine. Il faut essayer de concilier les deux. On en reparlera. Voilà. Merci. Pas d'autres remarques ou questions? Non. On passe au point suivant. Donc, le point 9 est la LIBU, l'emploi d'activité 2018, compte 18 et budget 2019. C'est avec beaucoup de plaisir que lors de l'Assemblée générale des LIBU, nous avons des représentants de tous les partis. C'est assez constructif. Donc voilà, ici au Conseil communal, on vous demande de prendre connaissance du rapport d'activité.
des comptes 2018 et ainsi que du budget 2019, d'acter la subvention communale qui a été octroyée pour 2018 de 8 000 € et marquer un subside de 15 000 € pour l'année prochaine, en sachant qu'on marque 15 000 €, mais que la SBL vraiment gère ça au fin près et ne demande que ce dont elle a besoin. Donc voilà, comme les rentrées sont variables en fonction de la participation des parents. Et la participation est basée sur les revenus des parents. Donc c'est pour ça qu'on ne sait jamais vraiment dire avec précision le montant exact des rentrées. Donc voilà. Un petit mot peut-être par rapport à la crèche des Ferrobras. Nous avons procédé donc à l'engagement de nos directrices et à l'engagement des 6 premières péricultrices qui vont commencer à la crèche dès son ouverture, on espère au 15 octobre. Et dès l'ouverture de la nouvelle crèche, il n'y aura plus qu'une ASBL qui gérera les libellules et la crèche des tamarins. Même si ce sont deux modes de subvention différents, c'est tout à fait envisageable et c'est plus équitable au niveau du personnel qui travaille dans les deux structures. Donc voilà. Voilà. Merci. Question, remarque? Pour les péricultrices, il y a eu un examen écrit et un examen oral, avec un jury où on était 7 personnes autour de la table. Et la directrice, la nouvelle va gérer les deux? Non, elle va gérer seulement les tamarins. C'est pas de question, on passe au point 10, la SBL Environnement, rapport d'activité, compte IBR 2018, budget 2019. Oui, bien, là, on peut prendre connaissance du rapport d'activité des comptes et du budget et on vous demande de prendre acte que la subvention communale a bien été utilisée et d'approuver le subside communal pour l'année 2019 de 166 000 €. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et j'essayerai de les répondre. Question, remarque? Donc le point 11, ASBL Maison d'Urbanisme Femmes et Ardennes, rapport d'activité, compte 2018. Voilà, donc comme pour les deux points précédents, ici, j'imagine que vous avez prendre connaissance du rapport d'activité 2018 de la Maison d'Urbanisme Femmes et Ardennes, des comptes 2018 et du budget 2019. Et donc on vous demande simplement d'approuver le paiement de la subvention relative à l'exercice 2019 pour un montant de 2 900 €. Okay. Donc, le point 12 est retiré, le point 12A, donc règlement complémentaire de circulation routière pour la voirie agricole, donc entre Boron et Barbeau, donc c'est celle qui relie le tiers Saint-Antoine à Barbeau à la rue Saint-Amour à Durny. Et donc cette route sera réservée aux charrois agricoles, cyclistes, piétons et cavaliers, et donc cette mesure sera matérialisée par le placement des signaux adéquats. Okay. Le point... Oui. Oui, excuse-moi. Simplement, je trouve ça tout à fait normal. Ce chemin étant un chemin très peu fréquenté, je dirais peut-être par l'agriculture et peut-être beaucoup plus par le tourisme. Et donc, je m'interroge sur le fait de l'avoir asphalté. Je ne comprends pas. Il était bien ce chemin. Il avait fière allure, il était sympa. Moi, je l'utilisais dans mes randonnées. Je ne vois pas pourquoi on est allé à asphalter. On vient de parler du contrat de rivière de l'Autre. J'ai oublié une petite remarque pour le contrat de rivière de l'Autre. Dans les objectifs qu'il fixe, c'est de limiter l'imperméabilisation des sols. On y revient. Et c'était l'occasion là de peut-être faire un investissement beaucoup plus léger. J'en parlerai, vous découvrirez dans le bulletin communal, c'est le thème de notre prochain article. Mais sincèrement, j'ai été étonné de découvrir ce chantier. Il y a certainement des raisons. Nous avions eu une demande ou un conseil émanant du ministre d'essayer d'allier le subside voirie agricole au tourisme et plus principalement au promenade rural. La réflexion du collège de l'époque, et je me suis
suis engagé à continuer ce que le collège a demandé, mais j'étais d'accord avec eux, bien entendu. Cette voirie-là, même si elle était bien sympathique, comme tu dis, elle relie pratiquement d'Urbu à Marbourg. Elle est quand même utilisée par des agriculteurs. Oui. Hein, et moi, je n'ai pas la prétention de connaître tout le territoire. J'ai appris beaucoup de choses au cours de mon mandat. La première fois que j'avais pris cette voirie-là, j'avais été très étonné de voir que tout à fait Barneau est vraiment tout près de Uruguay. Hein. J'aurais dû t'emmener, et ici, c'est vrai que c'est un beau, une belle liaison. Et je crois, je suis même sûr que ici on a mis l'agriculture, le tourisme. Oui, mais le tourisme ne demande pas d'asphalte. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Le tourisme se contente aussi de chemin de terre, de la nature, parce qu'on est une commune qui veut être durable, pourquoi faut-il aller mettre de l'asphalte? Enfin voilà. Maintenant, je vais dire une chose. Si c'était, je vais encore te narguer un petit. Mais non, on discute. Ça me vient comme ça. On aurait pu le mettre ailleurs. Croyez bien qu'il était peut-être sympathique, mais il y avait des endroits où il y avait des fameuses flaques d'eau, hein, oui, dans mais, les points bas. Hein. Maintenant, ici, tu peux dire ce que tu veux, le travail est fait, le chemin est bien réalisé. Au niveau des vélos, c'est impeccable. Hein. Mais oui, le vélo peut rouler très bien sur les pistes de terre, il n'y a aucun problème. Enfin, je crois que pour les 3 fois mètres, il faut. Je suis voilà, je crois qu'on peut entendre tes 2 remarques. Voilà. Mais donc je trouve tout à fait normal qu'on mette ces plaques, effectivement. Oui. Tout à fait logique. C'est vrai qu'avec l'évolution des mentalités, on sera peut-être plus attentif à. Je pense qu'on a probablement d'autres chemins plus importants à rénover, etc. Voilà, je pense qu'il demande des mentalités engagées, donc ça marche peut être pertinent aussi. Voilà, on assume la décision qu'on a prise. C'est une décision qui a été prise il y a peut-être 4 ans. Hein. Voilà. Oui, je me rappelle de cette idée de Colin. Alors, on pousse un investissement qui parfois peut-être. On aurait pu faire le pont avec ça. Non, mais tu vois, il y a moyen parfois de trouver des systèmes. Mais c'est fait. Voilà. C'est une réflexion là, que je voulais amener. Si les agriculteurs étaient là pour nous écouter, il y en a beaucoup qui diraient moi je la voudrais bien ici, mais je la voudrais bien là. Hein. Oui. Là aussi, il y a une réflexion à mener sur les zones agricoles. Je pense qu'on s'est compris. Oui, ok, très bien, merci. Le point 13, convention cadre avec la fin du Luxembourg, organisation du contrôle interne adhésion. Voilà, en fait, le Conseil provincial ici autour de la table a eu l'occasion de découvrir donc, le plan stratégique transversal à présenter, il nous parlait de BDO, mais également, donc on a pu prendre connaissance, c'était intéressant, du marché de services qui avait été conclu par le Premier Luxembourg pour instaurer chez eux un contrôle interne. Et il se fait qu'on a l'occasion d'y adhérer, ce qui pourrait nous permettre à moindre coût effectivement de réaliser également ce contrôle-là. On vous demande d'adhérer à ce marché-là. On pourra bénéficier des conditions avantageuses qui ont été établies donc en fonction de la cahier des charges, qui certainement lui aussi a été étudié de façon probablement très intelligente, on va dire. Pour notre commune, il en serait d'un coût de mémoire, je pense, de 11 000 €, plus ou moins. Enfin voilà, je propose d'y adhérer. Pour avoir assisté avec toi au conseil, enfin en commission du conseil provincial à la présentation, moi je suis convaincu que c'est un excellent outil de management public pour aider le directeur général dans son travail. À un moment où on voit les coûts de personnel grimper, il a encore démontré tantôt, et ça, c'est vraiment un point préoccupant, d'où la nécessité de bien utiliser et bien gérer ce potentiel de personnel et de ressources, merci, c'est le meilleur terme. Il se fait que BDO et le responsable BDO que tu as rencontré, je le connais bien, on s'est connus dans une autre vie, et c'est vraiment quelqu'un de compétent avec lequel, mon ami, vous allez faire du bon travail. Donc, enfin, nous allons faire du bon travail. Donc, il
faut y passer, c'est un changement de mentalité. Hein. On y passe tous, à la région on y est passé aussi. Mais c'est bénéfique pour tout le monde. Ça prendra du temps à la mise en route. Ça pompe de l'énergie au début. Voilà. Le montant pour la base 1 de 11 550 € hors TVA, donc pour l'élaboration du cadre général du système de contrôle interne, et la deuxième phase, 14 000 € hors TVA pour la mise en œuvre du suivi des actes prioritaires définis dans le plan d'action. Le point 14 donc est retiré, le point 15 PCDR donc des comptes finales du lot 3 qui était donc aménagement des abords, donc pour un montant total TVA compris de 67 441 € et il passe au conseil puisqu'on dépasse le montant d'attribution de 11,71 à 10%, même loi règlement. Le point 16, sinistre à maison citoyenne, boîte à dons, donc on vous propose d'accepter le paiement donc, de deux factures, et d'une facture, donc de montants respectifs de 4 250 € et de 6 375 en sachant qu'on devra récupérer donc par l'assurance le montant que l'on va avancer. Pas de question? Le point 17, convention de bail pour l'antenne télénet à Barbeau. Vous avez l'occasion de lire donc cette convention et on y a ajouté une petite disposition supplémentaire. Vous savez que les opérateurs qui ont installé une antenne sur un mât ont l'obligation de mettre à la disposition donc, de ce mât à d'autres opérateurs. Bon, voilà, on propose ici que les opérateurs supplémentaires paieraient un loyer de 50% du loyer initial parce que ça tombe, le premier opérateur récupère peut-être une partie de son loyer sur les suivants. Et nous propose ici qu'on ait 50% du loyer initial du premier opérateur. Ça n'aura pas un impact sur les ondes hertziennes, le fait qu'il y ait plusieurs opérateurs sur le même C'est une obligation de l'administration. Voilà. C'est une obligation de l'administration de laisser aux autres opérateurs l'accès. Ah, d'accord. Okay. C'est la région Wallonne qui impose le partage de mains. Ah, oui. Maintenant, en son temps, on a eu une étude qui a été faite par la régie. je pense. Voilà. Et c'est au niveau du bruit. Toutes les mesures qui ont été faites étaient rassurantes. Donc on respecte le décret Wallonne sur les ondes hertziennes. Il y a un décret, je crois qu'il faut tout à fait limite. Ok. Elle a été faite quand cette étude? Il y a quelques années, parce que le temps passe vite. On peut te demander une actualisation. Après son installation, peut-être. Après l'installation, après, serait peut-être intéressant de faire peut-être une mise à jour. Je pense qu'elle a été en tout cas demandée sur le bruit. Il y a eu une autre supplémentaire qui a été posée. Je pense que les conclusions ont été rassurantes, je pense. On va demander une actualisation pour l'ensemble de la commune. Je crois que c'est sécurisant pour les citoyens de savoir. Le point 18, les foncières, donc on vous demande de trouver un projet d'acte d'achat par la ville d'un lot donc à Indiférie pour un montant de 3 500 €. C'est un lot qui n'est ni équipé en eau ni en électricité, donc les propriétaires sont partis. Je pense qu'il ne faut pas laisser ce bien éventuellement disponible pour une autre personne, une autre famille qui serait bien précarisée en ayant s'y installer. Le point 19, donc, on vous demande d'approuver les conditions et du mode de passation donc, pour lancer un nouveau marché donc, pour la démolition donc, de quelques chalets. Vous avez vu qu'il y a deux lots. Le lot 1 donc, au niveau des maquerelles pour un montant TVA compris de 30 250 € et à Indiférir un montant TVA compris de 8 740, donc le montant global étant de 30 000 € TVA. Et je vous demande d'accepter qu'au niveau du lot 1, au niveau des maquerelles, on est sur le point d'acquérir deux nouveaux lots, de nouveaux caravanes, pardon. On n'en est pas encore propriétaire, mais pour ne pas relancer un marché donc dans quelques mois pour ces deux lots-là, c'est la possibilité donc d'ajouter ces deux lots supplémentaires dès que nous en serons propriétaires ici à ce point. Et donc on passerait pour le lot 1, donc au niveau des maquerelles, pour un montant non plus de 30 250 € TVA comprise, mais pour un montant de 48 350 €. Il va de soi qu'on n'ira pas démolir les bâtiments si on n'en est pas officiellement propriétaire, mais c'est en bonne voie. Je rappelle que tous les lots qui sont démolis
ont été achetés avec une démarche qui a été faite du propriétaire de la commune. Ce n'est jamais nous, tant qu'à présent, qui avons été sur une démarche particulière. Et j'ai eu l'occasion de faire une visite complète des Bacrades et j'ai été étonné que sur certaines parcelles, il y a des parcelles qui sont impeccables, vraiment propres, et d'autres où il y a encore plein d'éléments qui traînent. Donc j'en ai parlé avec Madame Delcourt, qui m'a dit que selon que c'était la commune qui faisait le travail ou selon que c'était les personnes elles-mêmes avant de partir qui démolissaient, ben, il y avait encore des... Tout n'était pas emporté, tout n'est pas remis en précis état. Donc j'attire simplement l'attention, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en ordre les quelques parcelles qui sont dans un triste état, qui sont en état d'abandon. C'est pas tellement agréable pour les gens qui y vivent, une question de bien-être et peut-être de danger aussi. Je pense surtout l'état d'abandon maintenant, c'est que les 30 lots dont la commune est propriétaire ont aussi un besoin d'entretien par la commune, de fauchage, d'alagage et tout. Mais ça se fait, mais bon voilà, tu sais bien, comme nous qu'on ne peut plus pulvériser et que la charge du service ici, le parc et jardin est considérable, je vais même dire beaucoup trop élevé, mais c'est pour y aller. Je pense que si on nettoyait déjà tout ça, tu aurais une plus belle image. Maintenant, l'année dernière, on a comme fait, il y a 2 ans, un peu un nettoyage des résidus. Je suis un peu étonné qu'il y en ait autant que ce que tu dis, parce que je vais régulièrement ma crainte, j'ai plus en par là. Et voilà, c'est pour prendre peut-être un relevé de ce dont tu parles. Mais c'est vrai, je regarde Freddy, il sera temps d'aller faire un petit entretien général au niveau des lots dont nous sommes propriétaires. Oui, ça entraîne des charges de propriété, évidemment. Oui, bien sûr. Je pense qu'ici, il n'y a pas de secret, nous n'avons pas comme vocation de rester propriétaires de tous ces lots-là. Je l'ai dit en public, nous avons été interpellés publiquement il y a 1 an, et je pense que je n'ai jamais fait mystère du fait que, bien entendu, l'objectif de la commune à un moment donné est de revendre les lots qu'elle a acquis et qu'on a un projet qui, enfin, je pense, est en voie d'aboutissement. C'est la construction de îlots ici derrière le garage marron qui sont spécifiquement réservés donc, à être occupés par les résidents en zone HP. Il y a déjà 3 ou 4 familles démacrales qui ont demandé donc, à déménager là-bas. Il faut savoir que tous les lots qui sont là-bas sont en infrastructure urbanistique. Enfin, on espère que tout ça se réglera de façon pratiquement tout. Donc en fait, la seule chose qui peut être acceptée au niveau des macrades, c'est le carré en dessous. Voilà, donc tout ce qui était... Ou un bâti de la même dimension. Non. Avec permis, non, mais ici, il y a un lot qui a reçu le parc Mégarde un permis, sinon tous les autres lots sont d'infraction. C'est un ancien parc résidentiel le week-end. C'est toujours un parc résidentiel. C'est toujours bon, enfin, ça a été la même chose au niveau du Val de Loup, où sur 200 lots, il y en a 199 infractions. Là, on a une démarche différente, c'est d'élaborer un nouveau cahier de charge, si je veux dire, et d'établir de nouveaux critères, donc de nouvelles voilà, c'est ça. Et là, on autorisera des chalets, d'autres, ce qu'on appelle maintenant de l'habitat différencié. Et donc là, ici, c'est plutôt vers une ouverture à d'autres possibilités. Mais bon, maintenant, c'est une étude qui a coûté plusieurs milliers d'euros à charge de la copropriété. Donc tout ça a été fait, avec aussi d'importantes charges à l'avenir de rénover, même d'aménager une station d'épuration. Et donc chaque propriétaire ou copropriétaire est appelé à verser la somme, je pense, de mémoire de 7 000 euros. Donc c'est quand même pas plus. Voilà. Maintenant voilà, on parle ici d'une zone résidentielle de vacances de 200 lots. Ici au niveau des Macrins, concrètement, je pense que la commune est aujourd'hui propriétaire de pratiquement 50% des lots. Et bon, tout cela est discuté en dehors d'assemblée générale et tout cela doit se faire sur base volontaire dans la mesure du possible et en douceur. Voilà, ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années. Oui, enfin, je crois que nous avons propriétaire ici, mais je crois qu'il faut le faire. Je parle en sachant que quelqu'un m'écoute attentivement. Je crois qu'il faut le faire dans le respect des gens qui y vivent. Mais j'insiste. Et à une époque, on fait un choix dans un contexte qui était où on acceptait ce genre de choses, où la commune ici acceptait ce genre de choses. Enfin, là maintenant, la vocation première n'est plus ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je connais vraiment bien cet endroit-là. Et je pense que naturellement ici, des personnes
naturellement, je veux dire, malheureusement ne sont plus là. Et beaucoup d'enfants ou de petits-enfants n'ont pas désiré reprendre non plus ceux qui étaient là-bas. Et je pense que les propriétaires anciens qui nous ont vendus ont été bien contents, je veux dire, de pouvoir le revendre, hein, parce que tout ça a été fait sur base de volontaire. L'objectif ici, c'est de construire 10 nouveaux logements et de permettre à celles et ceux qui désirent d'aller habiter là-bas, en sachant, là, je pense qu'il faut être très clair, c'est que les propriétaires qui louaient leurs biens aujourd'hui, lorsque le locataire sera parti, ne sera plus autorisé à relouer à nouveau à de nouvelles familles. J'étais un acteur du plan HP, je connais très bien. Voilà, donc aussi vous demandez, le point étant donc approuvé, donc le marché de service. Je passe au point donc 20, thème de jeu de l'école de Haye et spécial de charge. On peut passer le point 20 et le 21 en même temps, parce qu'en fait c'est les deux mêmes points, sauf pour deux endroits différents, à savoir donc et Jeanneret. Donc comme vous le savez, on avait déjà passé le point au conseil lors d'un conseil précédent. Cependant, on s'est rendu compte que les offres étaient difficilement comparables. Et donc ici, on vous demande simplement de revoir notre cahier des charges pour pouvoir avoir un dossier qui correspond mieux aux besoins des deux infrastructures. Et si tout se passe bien, on pourrait même encore éventuellement faire passer les plaines de jeu cette année avant l'hiver. Voilà. Très cher. Ça fait des années que les enfants l'attendent à tel point qu'ils sont devenus des adolescents et ils vont. La jeunesse, il y a bien 8 ans. Le point 22, achat de mobilier scolaire qui est spécial des charges du marché. Donc voilà, on vous demande d'approuver le spécial des charges pour les différents lots concernant l'achat de mobilier scolaire. Et cette dépense est financée par le budget extraordinaire. Voilà. Le point. Oui, attends, la question que je me posais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bancs, des petits pupitres. C'est pour remplacer l'ancien ou c'est parce que. Oui, chaque année, en général, on renouvelle tout. Ok, ah oui, d'accord, voilà, ok. Merci. Et en fait, on a des bancs qui, certains ont plus de 30 ans, alors que les bancs avec les chaises en étoile sont bien lourds, donc l'empiètement c'est étoilé. Et les bancs au départ étaient réglables, mais ici sont tellement vétustes qu'on doit les caler à une certaine hauteur. Oui, il est bloqué. Oui. Merci. L'économie de la chance, puisque nous, ça fait une dizaine d'années qu'on aimerait bien remplacer le mobilier ici. On passe au gagnant. Pour le mois prochain. Ah, ok. À Marien, une personne m'a dit, on dirait, mais authentique, on dirait du mobilier d'une école. Une vieille école. Je vois qu'il est temps. Le point 23, l'achat d'une autolaveuse pour l'école de Togne. C'est la pelleteuse d'autolaveuse. Ah, le voilà. Ouais, ça dit la fête de. C'est comme le ventre ici, je suis fatiguée. Tout le monde est fatigué. Donc, point 23, voilà, c'est l'achat d'une autolaveuse pour l'école de Togne. Évidemment, faciliter le travail des techniciens de surface et vu les grandes surfaces, c'est possible d'utiliser une autolaveuse. Donc, voilà. Et c'est un budget qui est inscrit aussi à l'extraordinaire. Le point 24, achat cette fois-ci d'une bouteille hydraulique qui se Pelleteuse aussi. Et si vous me demandez d'approuver le cahier des charges, c'est pour remplacer la petite Nelson qui a, entre banlieue juste dans la sur 18 ans. Et avec un estimatif de 140 000 € qui est bien compris, cette dépense est inscrite au budget extraordinaire et de charger le collège de passer le marché par procédure négociée. Que devient l'ancienne pelleteuse? Elle sera
revendu aussi. Ok. Ouais, oui. Dans une autre école. On peut mettre 24A, donc avec la peinture, ça va améliorer la voirie douane. Oui, eh bien le village de War qui avait été, je dirais, rénové partiellement il y a 2 ans, ou je dirais à moitié, la SVDE, encore elle, cette fois, vient remplacer la cour de l'eau dans la partie non rénovée, et nous en profiterons pour suivre les travaux de la SVDE avec un remplacement des filets d'eau et un nouveau tapis de voirie et certaines purges nécessaires. Mais quand je vois le budget ou l'estimatif, on a quand même beaucoup de sous. Mais il faut remplacer tous les filets d'eau. Ils sont dans un piteux état. Tous les filets d'eau. Oui, j'ai vu ça. On va payer les charges. Bah, c'est l'occasion. Vous avez à traverser le village de Vernet, c'est terminé. Je sais qu'il était abîmé, qui est vraiment nickel. Sur une partie. Une partie. Non, Vernet. Oh, tout le village, tout ce qui était trouvé était rénové. C'est pas mal. Mais bon, c'était vraiment aussi un besoin. On a vu des agrès qui a commencé aussi maintenant. Donc il y a Ah oui, oui, je dois vous demander. Attention. Une question. Un petit service, une petite faveur. La voirie de l'hôtel, là où la SVDE est passée avec sa grosse cour d'eau, lors de leurs travaux, le pont a été endommagé. Ce pont-là, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été bien réalisé, mais il a été agrandi. Ils ont commencé, je vais dire, à 2 mètres ou à 3 mètres de l'arche, et puis on a refait 1 mètre de chaque côté. Mais en refaisant 1 mètre de chaque côté, ça n'a pas été bien accroché. Et quand vous êtes en dessous du pont, ça se voit. Il y a une petite ouverture. Donc, il est fragilisé. Oui. Donc la société TGEC l'a abîmé. Un expert est venu pour leur assurance. La société TGEC doit remettre un devis à l'assurance. Et l'expert est d'accord, accepte ou acceptera que, admettons, mais je n'ai aucun chiffre en tête, qu'on ait une somme de 20 000 € pour refaire le pont, on pourra avoir cette somme-là pour le réparer entièrement. Mais ici, je vous demande un petit point supplémentaire pour qu'on puisse faire appel à un auteur de projet pour établir un cahier des charges, mais aussi pour nous aider, pour nous guider vis-à-vis de la somme d'argent qu'on va nous proposer, pour voir si c'est assez ou pas assez. Voilà simplement ce que je voulais vous demander. Ok. Oui. Je pensais que Eric allait dire mais les 3 ponts aussi de Villers-Avec. Tu m'as enlevé. Mais il m'a dit que ça allait coûter beaucoup plus cher, donc tu tues 20 000, c'est pas beaucoup. Fais-le en bois. Fais-le en bois. Ah oui. Je rappelle que le prochain conseil s'élaborera le 24 juillet et on vous proposera donc la modification budgétaire. On va passer au diplôme. Merci aux participants.